présenter rapidement. Je suis ingénieur de formation et diplômé il y a à peu près une trentaine d'années. En tant que jeune ingénieur, j'ai eu la chance de faire un stage dans un hôpital en Grande-Bretagne. Et c'est comme ça que de retour en France, j'ai commencé à faire de la recherche dans le domaine médical et travailler avec des médecins très rapidement. Et face à la réalité de l'hôpital, j'ai constaté que les patients étaient finalement soumis à un processus qui était largement expérimental. Je pouvais croire, et comme beaucoup de gens le pensent, que la médecine était quelque chose de scientifique, assez cadré, assez reproductible, où l'incertitude est quand même relativement maîtrisée, où il y a une culture de l'amélioration continue, etc. Et j'ai vite découvert que ce n'était pas le cas. Et à l'époque, il y a une trentaine d'années, c'était déjà un anachronisme. Alors que dire de maintenant? Et donc ça a été le début d'un processus et d'un parcours. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le dispositif implantable. En tant qu'ingénieur mécanicien, c'était normal de travailler là-dedans. Et puis depuis un peu plus de 15 ans, je travaille dans le cadre de Quinten Health pour les laboratoires pharmaceutiques avec une équipe d'une cinquantaine de personnes, des data scientists. Et donc je vais vous présenter dans un premier temps, avant de parler d'interopérabilité, qui est la thématique du jour, et de l'innovation digitale en santé, vous parler un petit peu de ce qu'on fait effectivement chez Quinten Health. Donc Quinten Health, c'est une société qui a 16 ans bientôt, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la data science en santé humaine essentiellement, même si on a travaillé dans l'agroalimentaire et la cosmétique déjà, et qui au fur et à mesure, bien que travaillant sur une très grande diversité de données, a développé une expertise assez pointue autour des données de vie réelle. Alors on en parlera tout à l'heure, on va voir pourquoi et comment cette thématique des données de vie réelle a émergé et est aussi importante aujourd'hui. En fait, si on considère évidemment le patient au centre, les médecins, le corps médical et les établissements de soins, les autorités qui régulent la mise sur le marché et la prise en charge économique des produits de santé et l'industrie qui développe ces solutions, on se rend compte que la donnée de vie réelle, c'est ce qui va permettre à terme de vraiment dérisquer et d'accélérer le développement des produits, qui aujourd'hui est quand même très incertain, avec une efficience qui est assez limitée. Il y a énormément d'essais, peu de succès. On y reviendra probablement tout à l'heure. Au niveau santé, la médecine personnalisée se fait attendre, notamment parce qu'effectivement, il manque, on va voir tout à l'heure, cette boucle de rétrofeedback. En fait, on est sur une discipline qui, même au niveau individuel des médecins, n'est pas dans de l'apprentissage continu. Pour une raison très simple, c'est que les patients qui vont bien et pour qui ça a marché, ils ne reviennent pas forcément voir le médecin. Et quand ça ne marche pas, pour des raisons qu'on comprend, souvent, ils vont voir un autre médecin. Donc, pour apprendre, il y a mieux. Et au niveau communautaire, au niveau national et international, les systèmes de santé n'apprennent pas à cause du manque de cette boucle de rétrofeedback. On y reviendra encore tout à l'heure. Et puis enfin, les autorités. Aujourd'hui, il y a une espèce de situation, pas de blocage, mais qui est vraiment suboptimale dans la relation entre les industriels et les autorités, parce qu'il n'y a pas de terrain objectif de discussion. Donc on a d'un côté des expérimentations qui ne sont pas représentatives de la réalité, et de l'autre côté des attentes légitimes de sécurité et de coût-efficacité. Et aujourd'hui, se retrouver sur un terrain qui n'existe pas, c'est compliqué. Donc voilà les enjeux. Alors bien sûr, on a un écosystème autour de nous d'industriels, de partenaires, et également, j'ai mis une slide là-dessus, au niveau réglementaire, on travaille avec les agences aussi bien européennes qu'américaines à travers une structure qui est une émanation de la FDA qui fait du jumeau numérique, de la modélisation des maladies. Et puis également avec des réseaux comme Eden, un réseau de données de vie réelle qui se développe fort autour du format HOMOP, on y reviendra tout à l'heure. Alors on va commencer maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'interopérabilité. Donc Adama et Catherine m'ont demandé de plancher un petit peu sur cette thématique. Et donc, interopérabilité entre quoi? Entre logiciels pour commencer. On voit, et Adama nous en a parlé, qu'il y a de plus en plus d'applicatifs, ne serait-ce qu'au sein d'un hôpital ou d'un centre de recherche, il y a énormément d'outils. Et on observe que les utilisateurs, ils ont envie de passer d'une appli à l'autre, de faire des choses. Les silos, c'est jamais bon, et en même temps, on fonctionne tous comme ça. Et donc l'interopérabilité, c'est la capacité de ces systèmes, des applications, à échanger, interpréter, utiliser, valoriser des informations de manière cohérente et sécurisée. On pourrait rajouter compliant, légal, en vue d'améliorer les soins apportés aux patients. Ça, c'est dans le domaine des soins, mais évidemment en recherche, dans le but d'avoir des recherches plus efficaces, plus rapides, plus performantes, évidemment. Et on va voir que cette dualité entre expérimentation et déploiement applicatif
c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est au cœur de cette thématique d'interopérabilité et c'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas profondément en tout cas. Donc l'interopérabilité logicielle, voilà, avoir des flux de données entre applicatifs qui soient au service d'un usage. L'objectif, c'est de déverrouiller, de débloquer en fait ce qui pourrait se passer entre les éditeurs. Et ce qui ne se passe pas, et souvent pour deux raisons principales. La vraie et la première, c'est des questions de verrouillage et d'intérêt économique, hein, pour être clair. Les éditeurs sont suffisamment occupés pour livrer des fonctionnalités médico-administratives pour facturer des soins, pour aller s'embêter à travailler sur des données de recherche. Donc, quand vous arrivez à les convaincre, même pas d'aller dans la recherche, mais d'aider à déployer de nouveaux usages, c'est extrêmement long parce que la question, c'est qui paye. Qui paye, en fait, le temps que va passer quelqu'un pour débloquer un flux et être l'interlocuteur alors qu'il est là occupé à déployer la énième version qui a été payée il y a 10 ans et qui est toujours en cours de déploiement. C'est ça la réalité dans les hôpitaux. Fluidifier, simplifier les usages. Arrêtez de faire des switches entre applis, ça va avec. Hein. C'est pour ça qu'on cherche à débloquer les usages, c'est pour mettre en place des applis qui permettent de travailler de manière fluide. La question, celle-là aussi, elle a l'air de rien. Au final, l'idéal, c'est qu'on ait une seule interface. Mais oui, mais tout le monde veut avoir l'interface unique. Donc comment on fait ? Et standardisation data, normalisation sémantique et technique, on va y revenir. Effectivement, les données, en fait, sont hétérogènes. Et ça nous mène à la question de l'interopérabilité, non plus des applis, mais des données. Et donc, l'interopérabilité des données, ça commence par savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on appelle bien une même chose de la même manière entre différents systèmes ? Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout évident, ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs standards qui existent. Deuxièmement, format et protocole, standard technique. Donc, au-delà de savoir si on appelle bien un chat, c'est comment est-ce que ce chat est envoyé dans le tuyau, selon quel protocole et à quel format. Et là aussi, il y a une hétérogénéité. Donc, il y a vraiment une double complexité à connaître et à prendre en compte. Et puis enfin, la convergence des standards qui sont censés régir ça. Il doit y avoir une convergence. Comment est-ce que ça s'organise ? Qui a raison, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des correspondances qui s'établissent entre les différents formats pour peu que ce soit possible ? C'est souvent possible, mais évidemment, il y a toujours des exceptions qui rendent compliqué au final la chose. Alors, pourquoi est-ce que les données de vie réelle, parce que dans cette interopérabilité, ce que je viens de dire est vrai pour tous les types de données. Alors, pourquoi faire un focus sur les données de vie réelle ? On en a déjà parlé tout à l'heure. En fait, la donnée de vie réelle, sa définition, on parle de vie réelle en contraste avec les données d'expérimentation, qui ne sont pas représentatives de la vie réelle. Et ça, c'est vrai pas seulement des essais cliniques en pharma, mais des expérimentations en général. Là aussi, il y a quelque chose qui marque l'esprit, pour parler de cette dualité entre expérimentation et observation, c'est que les données expérimentales, on en parlait tout à l'heure avec Mickaël, sont extrêmement profondes et riches. On a des données omiques, multi-omiques de différentes natures, etc. Mais souvent, c'est sur un nombre réduit de patients, pour ne parler que de la santé humaine. Pour une raison évidente, ça coûte cher, en fait, de documenter de manière aussi profonde. Donc, la difficulté, c'est qu'on va générer à coût de beaucoup de moyens financiers, des données ultra profondes pour tirer des conclusions qui sont difficilement généralisables derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et c'est pour ça que ces données de vie réelle sont devenues aussi importantes, parce qu'on a toute une industrie. C'est je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est probablement des centaines ou des milliers de milliards au niveau international qui sont investis dans la recherche en santé humaine et notamment dans le développement clinique, quand on voit combien coûte un essai clinique, qui vont générer des conclusions qui, lorsqu'elles sont positives, disent mon traitement, il agit sur le critère d'efficacité que j'ai choisi. Mais au final, on ne sait pas si le bénéfice va être vraiment créé pour la pathologie cible, dans son ensemble, puisqu'on n'a pas traité toute la diversité des patients. Et surtout, on l'a fait sur un temps court, donc on ne sait pas si à long terme, ça va produire les bénéfices attendus. Alors, que dire de l'efficacité, et du coût de ces traitements et de la sécurité de ces traitements ? Comment on fait ? C'est pour ça que ces données de vie réelle sont devenues aussi importantes, ne serait-ce que pour savoir, lorsqu'on fait une expérimentation, à quel point on couvre la diversité cible, à quel point on est capable de se situer dans l'évolution de la maladie. Mais vous voyez que je parle d'une maladie, alors quand on parle d'un groupe de maladies, là ça devient encore plus compliqué, on est encore dans quelque chose de plus amont. Donc, l'industrie médicale, je viens d'en parler, l'expérimentation, elle est nécessairement par construction limitée en termes de diversité. C'est 10 à 20% de la diversité cible qu'on couvre, ça a été plus largement publié. En temps, pareil, on est sur un temps court, alors qu'on est souvent
parfois sur des maladies qui progressent lentement et sur des dizaines d'années. Et puis, on a dans un essai clinique au mieux un comparateur actif, souvent un comparateur passif, placebo, voire pas de comparateur du tout en raison de contraintes éthiques, pratiques, etc. Donc, ça, c'est l'essai clinique. Les données de vie réelle, au contraire, nous renseignent sur la large diversité d'une pathologie cible, quand on s'intéresse à une pathologie, évidemment, à sa progression et à toutes les prises en charge qui existent avec leur efficacité relative sur tous les cibles de patients, etc. Vous voyez que je raisonne pathologie, là, hein, c'est déjà un parti pris. Hein. Mais c'est le parti pris qui, on le pense, va permettre de passer, on en parlait hier, de l'économie de la donnée à l'économie de la connaissance. Et ça, c'est probablement le sens de l'histoire, parce qu'au bout d'un moment, on rajoute des données, ça n'apporte rien. On a des modèles qui sont stables, robustes, etc. Et donc tout l'enjeu, ça va être de caractériser et de comprendre les maladies au niveau de la vie réelle, c'est-à-dire de données cliniques, de données médico-économiques, de données biologiques aussi, bien sûr, sur les modalités qui sont largement accessibles. Et enfin, sur les soins, c'est la même chose de l'autre côté, données côté vie réelle. L'idéal voudrait, on en parlait tout à l'heure, qu'il y ait un apprentissage continu, c'est-à-dire que, voilà, on observe ce qui se passe, il y a un diagnostic évidemment, on oriente le choix thérapeutique, on décide de la thérapie, on agit, ça donne un résultat qu'on observe et puis voilà, ça boucle. Et ça boucle pas seulement par un médecin sur son patient ou sur X patients, mais ça boucle entre tous les patients et tous les établissements de soins. On pourrait rêver de ça quand même. On est quand même à une ère où ça devrait être le cas. Aujourd'hui, la réalité, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on décide, on agit, puis voilà. Il n'y a pas forcément la boucle de feedback. C'est ça qui est anachronique aujourd'hui. Alors, beaucoup de médecins protesteront, diront non, moi j'ai eu un suivi et puis je fais de l'évaluation et de l'apprentissage continu. Ça existe, clairement, mais ce n'est pas du tout la règle, loin de là. Hein. Alors les essais cliniques, on peut apparenter ça à du circuit de Formule 1, on va mesurer et comparer à quelques autres véhicules, et puis la vie réelle, c'est ça. Hein, si on veut vraiment avoir une image, on pourrait aussi avoir un bocal et l'océan. C'est à peu près des métaphores qui parlent de ce dont on est en train de parler. Les données de vie réelle, bien sûr, elles sont générées par le soin, mais pas que. Elles sont générées aussi par des données qui sont en dehors du système de santé, c'est les bulles en jaune. Elles sont générées par des données de pharmacie, de ville, des données évidemment d'établissements de soins, des données de remboursement, des données de registre ou d'essais cliniques. Voilà. Et tout ça, ça forme une myriade de sources de données pertinentes et bien sûr les objets connectés, comme le disait Adama tout à l'heure. Et si on rêve de la médecine de demain, c'est un passage d'une approche essentiellement empirique aujourd'hui avec des marqueurs ou des critères de décision qui sont souvent univariés, avec par exemple ici dans le diabète l'hémoglobine glyquée, où on décide en fonction d'un marqueur, pas de traitement, là, sachant que les couleurs, en fait, c'est les gens qui sont effectivement réceptifs à un traitement en réalité. Demain, l'appréhension d'un ensemble de modalités de données va permettre d'aller identifier ces fameux clusters. Et donc, de manière multivariée et multimodale, d'aller donner le bon traitement au bon patient pour maximiser évidemment les résultats. Donc ça, c'est une vue de l'esprit pour l'instant, même s'il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais globalement, c'est l'objectif. Donc, je vais partager avec vous une petite... Ah oui, alors attends, au milieu, je ne sais pas comment j'accède au truc là, mais peut-être que le visuel n'est pas passé. Mais si. Bon, donc... ici, c'est un exemple que je voulais partager avec vous. Tu me dis quand il me reste 5 minutes ou j'ai déjà dépassé? Non, c'est bon? Ok. Non, je vais voilà. C'est juste un exemple. Alors là, on n'est pas en multimodal, on est sur du transcriptomique, sur un projet qu'on a fait avec Gustave Roussy, il y a pas mal d'années maintenant, sur le cancer du poumon non à petites cellules, avec une toute petite cohorte de 121 patients, tous opérés, donc résection tumorale, analyse transcriptomique des tumeurs. On avait l'expression des gènes dans toutes les tumeurs. Et la moitié des patients, une soixantaine de patients, a reçu une chimiothérapie adjuvante, et en noir, donc c'est en rouge, et en noir ceux qui n'ont pas reçu la chimiothérapie adjuvante, juste ils ont eu la chirurgie. Et on voit ici sur une Kaplan-Meier sur l'événement rechute que 40% des patients ont rechuté dans les deux groupes, qu'ils aient reçu ou pas la chimiothérapie, au bout de 5 à 6 ans. Et ça a choqué en fait l'investigateur principal et son équipe d'avoir ce résultat au final, parce que ce qu'ils observaient, c'est que les patients
traités, certains répondaient très très bien et d'autres très très mal. Mais ils n'avaient vraiment pas le sentiment que ce traitement était inutile, comme nous le dit cette courbe en moyenne. Ils avaient fait des analyses en sous-groupes, notamment du clustering, etc., pour essayer de comprendre s'il n'y avait pas des sous-groupes au-delà de cette approche en moyenne. Et on a appliqué un algorithme que nous avons développé et qui permet d'aller, comme on le disait tout à l'heure avec Mickaël, chercher les grumeaux, justement. Donc, dans un espace à n dimensions, l'algorithme va explorer les variables une par une, puis deux par deux, puis trois par trois. Souvent, on s'arrête à 3, voire 4 dimensions. Et même quand il n'y a pas de signal entre deux variables, comme ici, rajouter une troisième variable parmi d'autres permet parfois d'identifier des sous-groupes où le phénomène d'intérêt, ici la rechute, est concentré. Et bien sûr, il va faire ça non pas sur 3 variables, mais sur toutes les variables dont on dispose. Et comme ça, on arrive, la plupart du temps, à faire émerger des surconcentrations locales caractérisées par un ensemble de quelques variables qui drivent en fait l'effet local. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à aucun moment on fait l'hypothèse que notre jeu de données initial est représentatif de la réalité dans laquelle on veut inférer. On a un échantillon, on le traite comme tel. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé 2 sous-groupes. Deux sous-groupes. Tiens, c'est bizarre ça. Ah voilà, ça y est. 2 sous-groupes de taille assez importante, puisqu'il s'agissait d'à peu près un tiers de la base d'un côté et un autre tiers de l'autre, totalement disjoints. Le premier tiers caractérisé par un gène très exprimé dans la tumeur, au-delà d'un certain seuil, avec 3 autres gènes qui étaient sous-modulés, où, regardez, les patients traités rechutent pratiquement pas, alors que les non traités rechutent à 80%. Et l'autre sous-groupe qu'on a identifié, c'est le contraire. C'est-à-dire que lorsque ce même gène est sous-exprimé, en deçà d'un certain seuil, avec 4 autres gènes surexprimés, c'est le contraire. C'est-à-dire que les patients traités rechutent à peu près 60%, alors que les non traités ne rechutent qu'à 20%. Donc un traitement qui, sur ces patients, aggrave le résultat sur les patients. Donc ça a tout de suite entraîné des étapes de validation sur des échantillons en inhibant le fameux gène qu'on a mis en évidence, et également une validation externe sur une base totalement disjointe. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Alors, quels sont les principaux obstacles à l'interopérabilité ? Le premier, on peut parler, on en a parlé tout à l'heure, du manque de convergence entre les éditeurs, manque de réelle volonté de convergence, j'allais dire. Ils y vont de manière contrainte et pas forcément très rapide. Deuxième chose, on en a parlé, l'hétérogénéité des formats sémantiques. Le problème, c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a pas trop, mais c'est comment est-ce que ça converge tout ça. Et puis, pareil sur la technique. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent jouer le jeu, qui se mettent en fire, et puis c'est l'enfer, impossible de s'interconnecter aux hôpitaux. Alors du coup, qui sont les premiers qui bougent alors. Et puis également, c'est quand même important, c'est toujours le nerf de la guerre, ça. Pourquoi établir des flux s'il n'y a pas de revenus à la clé ? Or, aujourd'hui, avec le RGPD, la donnée, on ne peut pas en faire commerce, ça s'apparente à du trafic d'organes. C'est une extension du corps humain, la donnée, aujourd'hui. Et c'est bien, on a une réglementation qui nous protège. C'est un atout au niveau international, si on le voit de manière positive. Mais il faut gérer ça, et il y a plein d'idées, mais aujourd'hui, c'est le statu quo de manière globale là-dessus. Et puis enfin, respect de la vie privée, confidentialité, toujours RGPD, c'est une bonne chose. Ça génère des contraintes, des inerties, etc. Et donc, il faut les prendre en compte. Tout à l'heure, la question a été posée sur les EDS. Et clairement, hébergement des données de santé, est-ce qu'on est HDS ? Ça, c'est incontournable. Est-ce qu'on peut effectivement aussi amener le système Constellab sur un serveur où les données ne sont que accessibles à travers ce serveur ? On travaille avec des gens comme Unicancer ou Constance. C'est chez leur serveur, à travers une bulle CASD. Est-ce qu'on peut amener ça ? C'est des champs de questions qui vont se poser. Et les solutions pour surmonter ces défis, les statistiques bayésiennes et la modélisation intégrée. La clé, c'est que on rêve tous, évidemment, d'un monde où toutes les données de tous les patients seront agrégées et on aurait accès à, non seulement pour développer des algorithmes, mais pour surtout jouer ces algorithmes et améliorer les décisions. C'est vraiment une vue de l'esprit. Ce truc n'arrivera jamais. Enfin, faut être réaliste, je crois. Donc, la clé, c'est d'apprendre à partir de différentes sources de données, compte tenu des diversités des patients, et ensuite tout recoller ensemble. Et ça, c'est les méthodes bayésiennes qui permettent de faire ça. Notamment, il y en a d'autres, mais c'est ce qu'on appelle la modélisation intégrée.
Et donc, c'est quelque part se dire, bon, ça n'arrivera jamais, donc, de manière pragmatique, je vais créer des modèles qui vont s'alimenter de différentes sources de données et de sous-modèles pour faire des recommandations de manière globale. Voilà. Donc, ça fait appel à des compétences et des expertises très spécifiques. L'IA générative, le NLP, typiquement, ça a été un très bel exemple dans Constelab. On a vu comment c'était utilisé. Il y en a d'autres, par exemple, extraire des données structurées à partir de notes de médecins. Ça se fait beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça. Question, à quel niveau de performance? Et surtout, compte tenu du fait qu'on ne sera jamais à 100% avant longtemps avec ces techniques, comment donner la possibilité à l'humain de faire un contrôle à 100%? Ça, on en parle peu, mais en fait, l'usage est déterminant. L'expérience utilisateur sur ces outils-là, sur ces tâches, est déterminant. On n'en entend pas beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de hype autour de ces technos. La blockchain, je ne sais plus qui en a parlé aussi, et je crois qu'il y a des spécialistes dans la salle, là, qui vont probablement nous en parler. C'est Connexio, je crois. Connexio, j'ai vu que c'est un expert en blockchain, il va sûrement nous en parler. Et de la tokenisation, qui permet justement de chaîner des données, parce que quand même, ça rassure quand on fait des modélisations, de savoir que telle donnée omique appartient bien à tel patient, où j'ai mes données cliniques, mais je ne sais pas qui c'est, mais j'ai un token qui permet d'être sûr que c'est le même. Ça peut se faire en dur ou de manière probabiliste. Les API ouvertes, Adama en a parlé, je passe vite parce que c'est... Et puis les initiatives internationales de normalisation. On aimerait qu'il y ait des initiatives qui justement réconcilient tout ça. Et puis enfin, les guidelines. Principe FAIR, je ne sais pas si vous le connaissez tous, j'imagine, findable, accessible, interoperable, justement, et puis reusable. Et la réutilisation, mine de rien, c'est moins une question technique qu'une question de respect du RGPD. On parlait hier du consentement ou de la non-opposition. Il y avait des méthodologies de référence qui permettent d'aller plus vite. Encore faut-il les respecter. Enfin, en conclusion, l'interopérabilité, on l'a vu, ça permet d'agréger les données d'un grand nombre de patients pour développer et déployer de nouveaux usages au profit des patients et des chercheurs et des parties prenantes en créant des ponts entre éditeurs, spécialités médicales, métiers, etc. Sans données de vie réelle interopérables, pas d'amélioration continue en santé. Je pense qu'on peut affirmer ça. Le chaînage multimodal intégral, toutes les données pour tous les patients, c'est un idéal, mais c'est probablement pas pour demain. Et donc, la modélisation intégrée, l'IA générative, la tokenisation, les API, ça offre une bonne base pour avancer. Et on peut déjà dire que l'avenir, à très court terme, va quand même passer par des jumeaux numériques et que cette étape est déjà amorcée. Il y a beaucoup d'acteurs déjà qui sont positionnés. Et il y a déjà des modèles de référence, même si ce sont des modèles un petit peu vieillissants, des modèles existent déjà et donc on pense qu'il va y avoir des modèles de référence qui vont émerger. Parce que les autorités en ont besoin. On ne peut pas imaginer que chaque industriel va arriver avec son jumeau, ça va être très compliqué. Il faut des modèles de référence par pathologie, par entité, on va dire, d'intérêt commun. Voilà, merci pour votre attention. Et puis au final, peut-être un mot. Travaillons tous pour que ça soit possible.